Je suis né à Edgewick, un quartier dans la ville anglaise de Coventry, et j'ai grandi dans les années 70. Comme la plupart des enfants chanceux d'avoir encore leurs grands-parents, ils étaient deux de mes personnes préférées dans le monde entier. Mon grand-père était un type formidable qui m'a appris à pêcher et à tirer avec des pistolets à plomb, mais ma grand-mère était une sainte absolue. Elle avait toujours un plateau de bonshommes en pain d'épices prêt chaque fois que nous venions pour le thé, et elle faisait les meilleurs rôtis de pommes de terre que j'ai jamais goûtés, même après toutes ces années. Presque partout où elle allait, les gens s'arrêtaient pour la saluer, ou disaient simplement quelque chose de gentil en passant à côté d'elle dans la rue. Quand j'étais jeune, je ne savais pas mieux. Je pensais simplement que ma grand-mère était aussi populaire auprès de tous qu'elle l'était pour moi. Mais ils ne l'aimaient pas parce qu'elle faisait de bons rôtis ou cuisait une tarte aux pommes impressionnante. Ils l'aimaient pour une raison très différente, comme je l'ai appris plus tard dans la vie. Ma grand-mère était une figure populaire et assez célèbre à Coventry, car elle avait servi comme gardienne de refuge anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. J'imagine que beaucoup de mes auditeurs américains ne sauront pas ce que c'est, donc si vous me permettez une petite digression, laissez-moi expliquer. Pendant la guerre, chaque homme en âge et en état de combattre a été envoyé à l'armée ou quelque chose du genre, ce qui signifiait que les femmes devaient reprendre leur place dans des emplois que traditionnellement on ne s'attendrait pas à ce qu'elles occupent. Il y avait des femmes policières, des femmes pompiers, des femmes fouillant dans les décombres des sites bombardés et aidant à reconstruire l'infrastructure essentielle. Et dans le cas de ma grand-mère, il y avait aussi des gardiennes de refuge anti-aériens. Lorsque les avions allemands commençaient à larguer des bombes, les gardiens de refuge s'assuraient que tout le monde était dans ses abris et s'assuraient également qu'aucune lumière ne soit montrée, car ils faisaient des blackouts complets dans toute la ville pour confondre les bombardiers allemands. Alors s'il y avait une fissure dans tes rideaux, et que ton gardien pouvait voir de la lumière depuis l'intérieur, il frappait les fenêtres si fort que le verre presque se brisait, et c'était ton avertissement pour la nuit. De toute façon, c'est ce que faisait ma grand-mère, parcourant toute la nuit pour s'assurer que tout le monde gardait ses lumières éteintes, et tout ça. Une nuit, alors qu'elle faisait sa ronde, elle a entendu un cri venant de quelques rues plus loin. Comme vous pouvez l'imaginer, les blackouts signifiaient que les nuits étaient mortellement silencieuses. Donc ma grand-mère a pu entendre le cri de loin. En courant pour enquêter, elle a rencontré un autre gardien de refuge, cette fois un homme. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit d'où ils pensaient que le cri venait, ils ont commencé à chercher pour localiser la source. Quelques minutes plus tard, ils l'ont trouvée, une jeune femme poignardée presque à mort dans une ruelle. La jeune femme a été rapidement emmenée à l'hôpital et a survécu à ses blessures, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'elle avait eu beaucoup de chance. Elle a affirmé que son agresseur avait été un gentleman de la classe ouvrière très peu remarquable, portant un manteau et une casquette. Ils ont également découvert que la femme était une prostituée, ou plutôt, elle n'admettrait pas l'être, mais il y avait très peu d'autres raisons pour lesquelles une femme serait tout apprêtée et seule dans la rue, surtout lorsqu'une guerre sanglante avait lieu. Elle ne l'admettrait jamais, même pas assez pour éviter d'être arrêtée, en raison de la profonde honte associée à cela. Mais cela dit, elle n'était pas la seule à essayer de défier les réglementations de blackout pour exercer son commerce, et elle finissait par payer un prix très similaire. Quelques nuits plus tard, et ma grand-mère n'était pas là pour l'entendre cette fois, mais une autre jeune femme a été attaquée dans à peu près la même zone, seulement trop loin pour que ma grand-mère puisse l'entendre lors de sa ronde. Encore une fois, on soupçonnait que la femme était une prostituée, mais malheureusement elle n'a pas eu autant de chance que la première jeune femme. SES agresseurs semblaient avoir beaucoup appris de cette première tentative, et lors de leur deuxième, ils sont littéralement allés à la jugulaire. Lorsque tout a été dit et fait, les gardiens de refuge craignaient qu'ils aient une sorte de version de Jack l'Éventreur de Coventry entre leurs mains, et le moment était tout simplement terrible. Les Allemands larguaient des bombes du ciel et, aussi macabre que cela puisse paraître, cela apportait un véritable sentiment d'unité aux personnes qui en souffraient. Alors penser que ce type était, pour ainsi dire, en train de combattre sa propre équipe en plein milieu d'une guerre, mettait la peur absolue de Dieu dans les gens. Certains disaient que c'était un agent allemand, un commando envoyé pour terroriser les gens. Ce n'était pas du tout le cas, comme il s'est avéré, mais cela vous donne une idée de la peur des gens. Quoi qu'il en soit, cela a continué pendant quelques semaines de plus jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y avait plus de prostituées se promenant dans les rues après la tombée de la nuit. Mais alors le psychopathe voulait encore satisfaire sa soif de sang,
Alors après n'avoir pas eu de chance dans l'une de ses chasses, il tente d'entrer dans la maison d'une femme qu'il croyait être seule. Heureusement, la femme n'était pas seule car son mari était dans la salle de bain à l'étage et il a repoussé l'attaquant sans un iota de vêtements, ce qui a probablement ajouté au facteur de choc et a effrayé l'attaquant. Le fait que personne n'ait été blessé était sans aucun doute une bonne chose, mais c'était un très mince rayon d'espoir dans un nuage très sombre. Car si ce destripador de la Pagone était prêt à y rimper dans les maisons pour trouver une victime, alors ce n'était pas seulement les prostituées qui étaient en danger. Personne n'était sûr. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens n'étaient pas contents. Ils pensaient que la police aurait dû attraper le type après la première attaque. Mais ils l'ont laissé commettre 2 ou 3 attaques de plus avant qu'il ne finisse par s'en prendre à quelqu'un qui était dans sa propre maison en s'occupant de ses propres affaires. Ils étaient indignés, disant qu'ils n'auraient jamais dû en arriver là en premier lieu. Et ils ont fait tellement de scandales que le surintendant local a promis d'augmenter les patrouilles locales et d'embaucher plus de gardiens de refuge pour surveiller les rues. Mais alors, ce n'était pas bon, n'est-ce pas? La police ne pouvait pas négliger d'autres zones de la ville pendant une longue période, et le destripador de la Pagone évitait les officiers et les gardiens comme la peste. Et ce qui est pire, il ne pouvait pas laisser les officiers ou les patrouilleurs féminins sortir seuls, donc ils devaient doubler pour la sécurité. Ce qui signifiait que, bien qu'ils aient apporté de l'aide d'autres zones de Coventry, cela n'était toujours pas suffisant pour couvrir tout le terrain nécessaire. Puis, cette nuit-là, alors que les patrouilles étaient censées être renforcées et que tout devait être à nouveau bien, le destripador de la Pagone a attaqué à nouveau. Certaines des prostituées qui avaient reçu des nouvelles des patrouilles renforcées avaient décidé de prendre le risque de retourner dans la rue, et pour l'une d'elles, cela s'est avéré être une erreur mortelle. Le meurtre de cette nuit était le plus sauvage à ce jour et il semblait juste une question de temps avant que le destripador décide de commencer à donner des coups de pied aux portes à nouveau. Quelque chose devait être fait, ou plutôt, quelqu'un devait élaborer un plan. Et c'est alors que ma chère vieille grand-mère a suggéré quelque chose d'incroyablement courageux, qu'elle poserait comme prostituée pour attirer l'homme à essayer de l'attaquer, moment auquel elle pourrait souffler très fort dans un sifflet pour alerter les officiers qui attendraient à proximité. Et oui, vous avez bien lu, ils ne lui ont donné ni arme ni matraque, ni rien d'autre qu'elle pourrait vraiment utiliser pour se défendre. La police lui a donné un petit sifflet en fer blanc et puis, essentiellement lui a dit « Allez, va attraper un tueur pour nous ». Je pense que cela aurait pu être une opération un peu plus sophistiquée que cela. Mais je me souviens avoir ressenti un vif sentiment d'indignation lorsque j'ai découvert qu'il ne lui donnerait aucun type d'arme. Accordé, même la police n'était pas armée de pistolets à ce moment-là, et la police britannique patrouille encore principalement désarmée, à part leurs tasers, matraques et sprays au poivre. Mais à l'époque, ils avaient encore moins avec quoi travailler s'ils voulaient soumettre un criminel. Mais ensuite, les officiers qui étaient debout pour attraper le destripador de la Pagone seraient armés de matraques. Ma grand-mère n'avait rien de plus que son esprit, ce foutu sifflet, et la volonté d'attraper le monstre qui avait attaqué les bonnes personnes d'Edgewick. Ainsi une nuit, ma grand-mère se dirige vers le poste de police local pour revoir le plan une dernière fois, avant de se diriger dans la nuit. Ensuite, à la station, elle s'arrange avec toutes ses meilleures tenues, met un tas de maquillage de guerre, et une fois que tous les officiers sont dans leurs divers cachettes, elle se dirige vers Cap Martin Road, qui était l'endroit où elle avait posé comme appât pour la première fois. Elle a dit qu'elle a marché de haut en bas pendant des heures, les talons claquant contre le pavé, mais elle n'a vu âme qui vive. Après un certain temps, ma grand-mère a commencé à penser qu'il n'aurait pas de chance. Finalement, elle a tourné dans une ruelle entre Cheval Avenue et Groundmouth Road et a fait une petite promenade là-bas, sans réaliser que c'était une impasse. Ensuite, elle s'est retournée juste pour voir quelqu'un bloquant sa sortie. La figure était à environ 15 mètres d'elle, mais elle savait que ce n'était pas l'un des policiers, car il ne portait clairement pas le casque de police très distinctif que tout le monde portait. Ma grand-mère a dit qu'elle a appelé l'homme et a pu dire que c'était un homme à la façon dont il était habillé, mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a commencé à marcher dans la ruelle vers elle à un rythme rapide, encore sans dire un mot. Elle le voit atteindre sa veste et sortir quelque chose d'une poche, quelque chose avec lequel il a joué pendant une seconde, avant qu'elle ne voie l'éclat d'une lame à la lumière de la lune. La main de ma grand-mère est allée directement dans sa poche, directement vers ce petit sifflet qu'il lui avait donné. Elle savait qu'il y avait des policiers à seulement 1 ou 2 rues de là, donc souffler dans le sifflet les aurait là en quelques secondes.
Mais lorsqu'elle l'a sorti de sa poche, le minuscule sifflet en fer blanc s'est accroché à un bouton en laiton et lui a échappé des mains. Elle pensait que c'était sa fin. Il n'y avait aucun moyen de trouver ce sifflet avant que le type ne l'atteigne. Mais elle s'est également agenouillée instinctivement pour le ramasser du sol. Elle a dit qu'elle était figée de terreur un instant, convaincue qu'elle était sur le point de mourir, quand soudain cette vague de défi s'est levée en elle, et elle a enlevé l'un de ses chaussures et l'a brandi comme une arme. Ma grand-mère a dit que ce destripador a ri et lui a demandé ce qu'elle comptait faire avec ça. Mais en réponse, elle a dit, et pas seulement dit, mais elle l'a aboyé si fort que les gens dans les rues environnantes l'ont entendu. Mon nom est la gardienne Eileen Topsbury et tu es mauditement arrêtée. Cela a provoqué une autre rire du type, celui-ci un peu plus nerveux que le premier, puis ma grand-mère a commencé à crier quelque chose tout aussi fort, des choses comme « Je vais te crever le putain d'œil avec ce talon si tu t'approches ». Et peut-être que c'était un peu plus de lutte que ce à quoi il était habitué, mais juste un instant, le destripador a hésité, et la chose suivante que sait ma grand-mère, c'est qu'elle peut voir 2 policiers arriver en courant et criant au coin de la rue à toute vitesse, criant « Arrête-toi où tu es ». À ce moment, ma grand-mère est passée de être piégée dans l'impasse avec le destripador de la Pagone à l'avoir capturé avec succès avec 2 officiers s'approchant. Un coup de malchance s'est transformé en un coup de chance en quelques instants, et heureusement aussi, ma mère n'était pas encore née, donc si ma grand-mère avait été tuée, il n'y aurait pas de mère, pas de moi et aucun de mes enfants non plus. Sachant qu'il était acculé, le destripador a tenté d'escalader un mur pour s'échapper, mais il était trop tard pour lui. Les 2 policiers l'ont attrapé par la jambe, l'ont fait tomber et lui ont ensuite donné une raclée avant de le traîner au poste de police. Après cela, ma grand-mère était une héroïne. Nous avons toujours la coupure de journal de cette époque aussi. Et elle en était intensément fière jusqu'au jour où elle est décédée. Elle était aussi un peu excentrique vers la fin. Elle a commencé à perdre la mémoire et tout ça, mais jamais, jamais elle n'a oublié la nuit où elle a sauvé Edgewick du destripador de la Pagone. Si tu me mettais un pistolet sur la tête et me disais que si je ne te racontais pas l'histoire la plus folle que j'ai jamais entendue, tu me tirerais dessus. Je te raconterais celle-ci. J'étais autrefois un policier infiltré ici à Washington, D.C., et ma couverture était celle d'un toxicomane des rues. J'étais bon dans ce rôle aussi. J'ai fait 3 mandats complets avant que mon personnage ne soit tué, pour ainsi dire, et une partie de la raison pour laquelle j'étais si bon n'était pas différente de ceux qui font un acteur lauréat d'un Oscar. Tout est dans la façon dont tu te comportes, tes gestes, ou ce que j'ai toujours appelé la physicité d'une personne. Par exemple, pour mon personnage de toxicomane, je contractais beaucoup mon estomac comme si j'avais des crampes, puis je baissais les épaules, je marchais très vite et faisais semblant de m'essuyer la sueur du front ou des joues de temps en temps pour ajouter ce vrai sens de l'authenticité. Tout était dans les crampes d'estomac. Même si les gens te voyaient te tenir ainsi ou semblaient penser que j'allais leur demander de la monnaie ou quelque chose, je devenais l'homme invisible. C'était comme mon super pouvoir, je voyais tout et tout le monde, mais personne ne me voyait, sauf les autres toxicomanes des rues et, une fois que je convainquais ces types, tout le reste tombait simplement en place. En bref, mon rôle était la collecte de renseignements. Je restais au travail pendant quelques mois à chaque fois, vivant vraiment ce style de vie, à part toute la drogue et la maladie, puis je prenais des vacances, disant aux toxicomanes que j'allais rendre visite à mes parents à la campagne, puis je revenais au front comme 1 semaine ou 2 plus tard, renouvelé. Une des premières choses importantes que nous avons accomplies en tant que force de tâche a été de fermer un cas d'agression d'un gang violent qui était lié au commerce des stupéfiants. Je n'entrerai pas dans les détails, mais tout l'événement était essentiellement une punition pour un paquet perdu et a envoyé des ondes de choc à travers la ville, puisque la victime était essentiellement un civil. Cela signifiait beaucoup pour tout le monde d'envoyer ces idiots en prison fédérale. Mais nous savions peu que ce serait ce qu'on appellerait une victoire à la Pyrrhus. Peu de temps après avoir mis ces gens derrière les barreaux, le nombre de corps trouvés autour de DC a augmenté de 500% en l'espace d'environ 1 mois. Et comme vous pouvez l'imaginer, le chef de la police voulait savoir pourquoi. Officiellement, tous les décès ont été enregistrés comme des surdoses, et certains soupçonnaient qu'il s'agissait d'un mauvais lot d'héroïne. Mais ensuite, certains des décès par overdose étaient des toxicomanes vétérans des rues. Et,
bien que les toxicomanes aient tendance à être des fils désespérés de leur vocation, ils comptent sur leur ruse dans la rue, pas leur stupidité dans la rue. S'ils savent qu'il y a un mauvais lot en circulation, ils essaient de l'isoler, de l'éviter, et par là, je veux dire, découvrir qui le vend, et ensuite les éviter jusqu'à ce qu'ils soient hors des rues. Mais certains des décès étaient des gars qui auraient dû savoir mieux, des toxicomanes qui avaient toutes sortes de façons d'obtenir leur dose sans avoir à risquer de s'empoisonner. Mon point est que je savais que quelque chose n'allait pas presque immédiatement. Pas seulement qu'il y avait quelque chose de mauvais dans la drogue qui circulait. Je devais juste découvrir quoi. J'ai commencé à faire mes rondes habituelles, ne posant pas trop de questions, juste posant des antennes comme je l'avais toujours fait, et c'est ainsi que j'ai découvert que cela ne venait pas d'un coin particulier, ou d'un dealer particulier qui aurait pu piétiner tellement son produit, qu'il ne se souciait pas de quelques toxicomanes morts. Ça venait de partout. Les gens évitaient un dealer en pensant que ça venait de lui, puis tombèrent morts après avoir piqué dans le sac qu'ils obtenaient de leur gars sûr. Les rumeurs volaient, les gens avaient peur, et ce qui est pire, ils tombaient malades faute de dealers vers qui se tourner. Nous avons eu 4 cambriolages de pharmacie en un jour, 4, et c'est ce que je veux dire quand je dis aux gens que dans une ville comme DC, comme n'importe quelle ville en réalité, tout est connecté, et quand cette pourriture s'installe, c'est comme de la moisissure. Vous avez besoin de javel pour la sortir, et par moments la police de DC semblait plus comme un chiffon humide que comme une bouteille de Clorox. Quoi qu'il en soit, la partie où je sentais que je tombais était différente de beaucoup d'autres toxicomanes qui évitaient les accroches habituelles dans un effort pour rester en sécurité. J'étais à la chasse au sac comme si c'était le dernier lot de drogue jamais fait. Je voulais trouver celui qui vendait cette mauvaise drogue et les sortir des rues. Enfermer les toxicomanes est une chose, mais les laisser mourir par dizaines chaque semaine ne faisait pas partie de ma description de poste. Ne vous méprenez pas, les toxicomanes des rues se traitent assez mal entre eux et vous rencontrerez aussi quelques vraiment mauvais. Mais je dirais qu'environ 40% sont juste de bonnes personnes qui ont pris de terribles décisions, et certains d'entre eux pourraient même avoir été appelés amis dans une autre vie. Et comme je disais, je courais à travers Deanwood essayant de trouver la source de cette mauvaise drogue. Mais alors, au lieu d'être partout, elle semblait être nulle part soudainement. Et par là, je veux dire que tout le monde semblait pouvoir obtenir la mauvaise drogue quand il ne la cherchait pas, mais moi, qui sortais de mon chemin pour essayer d'obtenir mes mains dessus, ne semblais trouver aucune du tout. Chaque sac de drogue que j'achetais allait directement à des tests, et après l'augmentation des morts par drogue, chaque autre sac était testé pour les toxines et ces choses. Aucun ne sortait comme chaud, c'est-à-dire fatalement venimeux. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je commençais à être assez frustré. Tout le monde semblait pouvoir obtenir cette mauvaise drogue sauf moi, du moins jusqu'à un jour où j'ai finalement obtenu mon souhait. Donc un matin tôt, je me suis mis dans la rue et j'ai commencé à faire mon truc, posant des antennes et demandant aux toxicomanes qui avaient la marchandise. Finalement, je me suis connecté avec un type de qui j'avais été en train d'acheter, et nous nous sommes rencontrés à notre endroit habituel pour faire l'échange. Mais alors, au lieu d'être là à pied ou à vélo, le gars de la livraison est dans sa voiture et, au lieu de simplement me donner la drogue et prendre l'argent, il dit quelque chose comme « Monte, nous devons aller quelque part pour l'obtenir ». J'ai pensé que cela était inhabituel, mais bon, et je suis monté dans sa voiture et nous sommes partis chercher le produit. Nous avons fini dans une maison piège, ce qui était à prévoir. Mais ce que je n'attendais pas, c'était que l'on me donne le sac de drogue par quelqu'un que vous pourriez appeler un lieutenant. C'est-à-dire quelqu'un qui normalement ne s'impliquerait jamais dans des ventes directes. Il ne m'a pas seulement remis la substance, mais il m'a demandé de m'asseoir dans la chambre à coucher à l'étage qui faisait office de sorte de bureau pour lui. Et j'ai alors été soumis à ce que je ne peux décrire que comme un petit interrogatoire. Je n'ai pas eu l'impression qu'il cherchait un infiltré. C'était toutes des questions mineures. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Combien de temps as-tu été à DC? Il voulait savoir de qui j'avais été en train d'acheter. Qui pensais-je qui avait le meilleur produit si j'avais déjà été arrêté par les policiers? J'ai répondu à tout aussi honnêtement que possible, même la question sur avoir été arrêté. Moi et les gars avions simulé 1 ou 2 arrestations pendant que je travaillais, juste pour me donner un peu d'authenticité. Donc j'ai mentionné ces fois, pensant qu'ils pourraient les corroborer s'ils demandaient aux bonnes personnes. Ils ont posé quelques questions de plus, des choses basiques, et puis après ça, ils m'ont donné le sac et m'ont dit de me perdre. Je leur ai demandé directement si la substance était sûre, et ils ont dit que oui, que c'était comme un nouveau paquet,
et que l'ancien était hors des rues. Je n'ai pas pris leur parole et, comme tout le reste que j'ai acheté, le sac est allé directement au test puis à l'analyse. Les analyses prennent aussi du temps, beaucoup de temps, étant donné le retard de merde que le laboratoire a analysé. Ainsi, nous n'avons pas obtenu les résultats jusqu'à des jours, parfois des semaines après avoir envoyé les échantillons. Habituellement, ce genre d'échelle de temps travaillait pour nous, mais dans ce cas, cela a presque causé ma mort. Le lendemain matin était le début habituel. Les yeux brillants et la queue touffue à 7 heures du matin, dans les rues à 7h30, tout allait comme toujours. Puis, tôt dans l'après-midi, je suis allé à mon endroit habituel en dehors d'un magasin de liqueurs pour demander des cigarettes aux gens qui sortaient. C'était parti d'un effort quotidien pour établir une présence dans la zone et une partie de ma routine consistait à embêter le propriétaire du magasin pour une bouteille gratuite, ou un paquet de cigarettes ou quoi que ce soit. Il ne me donnait jamais rien. Ce qui était bien parce que je ne pourrais pas l'accepter sans me faire gronder par les supérieurs, mais ça faisait de grandes choses pour mon personnage en termes d'établir cette présence et authenticité. Chaque fois que j'entrais dans ce magasin de ce type, c'était un cas de toi encore. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et cela si ça ne commençait pas directement avec « sors de mon magasin toxicomane ». Mais ce jour-là, le jour après la visite avec le lieutenant, je suis entré dans un magasin pour qu'il m'appelle par mon nom de rue et ce qui m'a vraiment surpris, c'était comment il ne savait pas mon nom de rue. Et s'il connaissait mon nom de rue, cela signifiait que quelqu'un avait parlé de moi avec lui. Mais si c'était le cas, pourquoi parlait-on de moi? Alors le propriétaire du magasin m'appelle par mon nom de rue, et immédiatement je suis en alerte quand il me dit que quelqu'un me cherche. Je me poste comme je le faisais toujours, demandant agressivement qui me cherche, et ajoutant des choses comme « Dis à qui que ce soit qui me cherche que je suis juste ici, je ne me cache pas, je suis juste ici. » Mais alors, au lieu de me dire qui me cherchait, le propriétaire du magasin m'a dit que quelqu'un avait appelé le magasin, c'est-à-dire sur un téléphone portable, et avait demandé pour moi par mon nom de rue. Ils ont demandé au propriétaire du magasin s'il m'avait vu et que quand ou s'il le faisait, il devait me dire de l'appeler. Beaucoup d'entre vous pourraient penser que c'est trop vague pour savoir qui appelait, mais vous devez comprendre quelque chose. Aucun de mes contacts dans la rue n'utilisait jamais un téléphone et moi non plus, ou si je le faisais, c'était toujours un téléphone public. Aucun vrai toxicomane des rues ne pourrait avoir un téléphone portable et ne pas essayer de le vendre pour de l'argent pour la drogue, donc en avoir un aurait été un signal clair que j'étais infiltré. Personne que je connaissais dans la rue ne me demanderait jamais de les appeler, et s'il le faisait, il n'y aurait aucun moyen qu'il ne laisse pas un numéro ou une adresse à laquelle je pourrais me rendre. Cela signifiait que celui qui voulait me parler était du département. Dans ce cas, probablement c'était important s'il ne pouvait pas attendre jusqu'à la prochaine réunion d'information. J'ai trouvé le téléphone public le plus proche, j'ai fouillé parmi mes pièces détachées pour trouver assez pour l'appel, et puis je l'ai fait directement à notre bureau. J'ai gardé le personnage, utilisé mon nom de rue, puis la personne qui a répondu a passé le téléphone à la personne qui avait essayé de me contacter, et c'est là que, au sens figuré, la merde a frappé le ventilateur. Dès qu'il a répondu au téléphone, c'était comme « José, tu dois sortir de la rue et tu dois le faire rapidement ». Je lui ai demandé de quoi diable il parlait, et il a dit ces 5 petits mots que je n'oublierai jamais. « Tu devrais être mort déjà ». Il me l'a dit puis a répété que j'avais besoin d'amener mon cul avant qu'il ne me tue. C'était comme un film ou quelque chose comme ça. Je lui demandais de m'expliquer davantage, et il disait quelque chose comme « Pas le temps, je t'expliquerai après ». De toute façon, nous avons coordonné un point de ramassage quelque part discret qui n'impliquait pas de me cacher dans une putain de poubelle comme il l'avait suggéré à moitié en plaisantant. Il est apparu, je suis monté dans sa voiture et j'étais furieux parce que faire ça a complètement brûlé ma couverture. Je n'ai vu personne me voir monter, mais ça n'importe pas dans le travail infiltré. Vous supposez toujours que quelqu'un vous observe, ou vous plongez totalement où vous pourriez supposer que votre couverture a été brûlée, et pour moi il n'y a pas de juste milieu. Alors, comme je l'ai dit, au moment où je suis monté dans la voiture de mon collègue, des années de travail ont été ruinées dans le temps qu'il m'a fallu pour boucler ma ceinture. Je lui ai dit qu'il ferait mieux d'avoir une très bonne explication pour me sortir comme ça, mais il en avait une. Nous ne le savions pas à ce moment-là, mais les narcotiques avaient un microphone dans l'appartement où j'avais été interrogé la veille. Et c'est ainsi que nous avons su que le petit sac qu'il m'avait vendu contenait ce que nous aimons appeler un coup chaud. Un coup chaud est essentiellement des drogues qui ont été altérées de telle manière que,
Au lieu de vous placer, elle vous tue. Et suite à l'arrestation pour agression du gang, les trafiquants ont d'une manière ou d'une autre appris qu'un des toxicomanes des rues était un policier infiltré. En d'autres termes, ils savaient que j'étais là. Seulement, ils ne savaient pas qui j'étais. Alors quelqu'un a eu la brillante idée de charger un tas de coups chauds et de les vendre à n'importe quel toxicomane des rues qu'ils soupçonnaient d'être l'infiltré. Ils ont dû assassiner au moins 50 toxicomanes en les empoisonnant avant de finalement découvrir que c'était moi. Et la façon dont ils l'ont fait était quelque chose de génial. Ils ont été si efficaces pour assassiner leurs infiltrés suspects, parce qu'aucun toxicomane sur la planète ne cesse de s'injecter ou de renifler la drogue qu'ils viennent d'acheter. Donc, si j'ai acheté le sac et que j'étais toujours en vie, c'était parce que je n'avais pas pris la drogue que j'avais achetée d'eux, et la seule raison pour laquelle je ne l'aurais pas fait, c'est parce que j'étais un policier infiltré. L'équipe de surveillance a entendu les trafiquants me mettre un feu vert avec leurs propres oreilles. Ils ont utilisé mon nom infiltré et tout. Ils ont entendu comment j'aurais dû être un infiltré parce que clairement je n'avais pas pris le coup chaud qu'ils m'avaient donné, et au moment où ils m'ont ramassé, il devait y avoir comme 100 petits sauteurs courant avec des pistolets à leur ceinture, juste en attendant de me trouver pour pouvoir m'éliminer et profiter de l'augmentation de réputation associée à cela. Et ce que j'essaie de dire, c'est que je ne devrais pas être en vie en ce moment. Pour ceux de l'extérieur, cela semble que le système a fonctionné. La surveillance a entendu mon nom infiltré. Ils ont contacté le chef, et ensuite cela a commencé l'effort frénétique pour me localiser avant que je ne finisse avec plusieurs trous de balles dans la tête. Mais la probabilité que tout cela se produise exactement comme cela devrait est comme gagner à la loterie de la vie. La surveillance ne connaissait pas mon nom infiltré. Donc si les trafiquants n'avaient pas parlé de tout et expliqué exactement pourquoi ils savaient que j'étais infiltré, l'appel n'aurait pas été fait. Si je n'étais pas passé par le magasin pour une raison quelconque à ce moment précis, l'appel n'aurait pas été entendu et je serais mort dans 1 heure. J'aurais pu être abattu en route vers le point de ramassage, abattu en montant dans la voiture. Je l'ai repassé dans ma tête comme 1000 fois et dans chaque scénario, je ne m'en sors pas vivant. Mais d'une manière ou d'une autre, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, j'en suis sorti. Je ne suis pas une personne religieuse, et d'une certaine manière j'admire les gens qui ont la foi, mais après certaines des merdes que j'ai vues, je ne peux pas me forcer à la partager, aussi fort que j'essaie. Et c'est pourquoi je ne parle pas d'ange gardien, ni de rien de ce genre. Je parle de la loterie. Je n'ai pas besoin de croire aux anges pour apprécier à quel point c'est incroyable, littéralement incroyable, que tout soit tombé en place pour moi, que les circonstances et les coïncidences se soient alignées et aient sauvé ma vie. Je connais mes anges, ce sont mes collègues et je leur dois tout. Tout ce que je suis sur le point de te raconter est probablement la chose la plus folle qui me soit arrivée. S'il y avait un événement dans ma vie que je pense transcender juste une expérience personnelle et qui ferait un bon film ou court-métrage ou quelque chose comme ça, ce serait cela. Donc, en 2012, je travaillais dans un magasin de cartes ici à Pittsburgh. Nous n'étions pas un magasin de cartes de vœux, mais nous achetions et vendions des jeux de cartes à collectionner ou TCG. Je parle de choses comme des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, The Gathering, ce genre de choses. Dans le cadre de notre travail, nous étions très actifs sur les forums en ligne liés à divers jeux de cartes à collectionner, surtout quand il s'agissait de fils de discussion sur l'achat, la vente et l'échange. Nous faisions beaucoup d'affaires en utilisant ces forums, et c'était aussi là que nous obtenions toutes nos nouvelles sur les mises à jour et les nouveaux lancements pour les différents jeux de cartes avec lesquels nous traitions. Un jour, j'arrive au magasin pour trouver mon patron et un collègue, assis dans le bureau dans un silence complet. Ils fixaient l'écran de l'ordinateur du bureau et tout ce mur de texte qui avait été publié sur l'un des forums de jeux de cartes. Quand je leur ai demandé ce qui se passait, ils m'ont donné le TLDR. L'une des plus grandes collections de cartes Yu-Gi-Oh aux États-Unis avait été volée à son propriétaire. Selon le post sur le forum, le volume en lui-même avait été absolument terrible. 2 types avec des masques de ski ont fait irruption dans la maison du collectionneur, l'ont ligoté sous la menace d'une arme à feu puis l'ont torturé jusqu'à ce qu'il leur remette ses cartes. Le collectionneur avait toutes ses cartes les plus rares et précieuses, gardées dans un coffre-fort et sa collection moins précieuse en exposition. Mais au lieu de simplement prendre les classeurs remplis de cartes, les voleurs semblaient savoir que les plus précieuses seraient gardées quelque part, presque comme s'ils avaient des informations internes sur les habitudes du collectionneur.
Le gars a fini à l'hôpital et a dû recevoir une transfusion d'urgence à cause de tout le sang qu'il avait perdu. Je pense qu'il a essayé de résister et de les convaincre de prendre les cartes moins précieuses ou quelque chose comme ça. Mais il savait qu'il n'avait qu'à le brûler, ou le couper un peu plus, et qu'il finirait par livrer la marchandise. Et ils avaient raison aussi. Les posts sur le forum continuaient en disant que littéralement des milliers de dollars en cartes avaient été volés à ce type et avertissaient essentiellement tous les collectionneurs et marchands de la côte Est de faire attention et de surveiller la collection volée de ce type. Comme tu peux l'imaginer, nous étions tous assez choqués. Je veux dire, ce n'est pas si rare que des vols se produisent dans la communauté des jeux de cartes. Simplement, nous n'avions jamais entendu parler de quelque chose à cette échelle qui avait ciblé un grand collectionneur de cette manière. Ce qui suggérait une planification assez profonde, et c'était effrayant en soi. Mais ensuite, les avoir torturés était très inquiétant. Et ce n'était pas aussi inquiétant que le lendemain lorsque nous avons eu un visiteur très inhabituel dans notre magasin. Je ne travaillais pas ce jour-là, mais mon patron m'a raconté l'histoire plus tard. C'était un après-midi en semaine, donc le magasin était essentiellement vide, à part l'un de nos habitués, quand un client très inhabituel s'est arrêté. Parlant d'habitués, nous faisions la majeure partie de notre argent grâce à un très petit groupe de clients principaux. Occasionnellement un enfant au hasard, et un parent s'arrêtait pour jeter un œil à quelques decks de démarrage Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et si c'était la première visite pour la plupart des autres personnes, elle correspondait généralement à l'un de plusieurs archétypes de nerd. Mais le lendemain de l'écoute du volume du collectionneur, la personne qui est entrée dans notre magasin n'avait pas l'air de ton fan moyen de jeux de cartes. Mon patron a dit que le type ressemblait à un mécanicien ou quelque chose comme ça. J'ai vu les images de la caméra de sécurité moi-même, et il l'avait cloué d'après ce que je pouvais dire. Le type portait une combinaison sale avec une paire de lunettes de soleil couvrant ses yeux, et avait les cheveux courts roux bruns. Le type s'approche du comptoir, tenant rien d'autre qu'un sac en plastique mince, le pose sur le comptoir, et dit à mon patron qu'il avait quelques cartes à vendre. Mon patron est un type futé, alors au lieu de lui poser une question trop directe, il a demandé au type en combinaison combien de temps il avait collectionné comme une façon de recueillir des informations de manière non confrontative. Le type a répondu qu'il n'était pas un collectionneur et qu'il avait hérité des cartes de son frère après sa mort prématurée. Mon patron offre ses condoléances puis le type ajoute qu'il essayait de rassembler de l'argent pour payer les funérailles de son frère. Alors il pensait passer voir si les cartes valèrent quelque chose. Mon patron promet de lui payer un prix, juste pour tout, ce que nous pourrions revendre puis ouvre le sac pour voir ce que le type avait apporté. Mon patron a dit que la seconde où il a ouvert le sac, sa mâchoire est tombée. À l'intérieur, il y avait un mélange de cartes Yu-Gi-Oh! Extrêmement rares, protégées par un mélange de pochettes souples et de chargeurs en plastique dur. Il y avait une carte de Cyberstein, une carte de Dark Paladin, 2 soldats de Black Luster et un dragon empereur du chaos, juste pour en nommer quelques-unes. Et celles-ci constituaient certaines des cartes les plus rares sur le marché à ce moment-là. Mais parmi elles, mon patron commence à voir des choses comme une carte de haute prêtresse de la prophétie, un numéro 11 grand I et un livre de sorts de jugement. Celles-ci étaient des cartes qui n'avaient été lancées que quelques mois auparavant, et pas toutes dans le même set, ce qui signifie que quelqu'un avait fait de grands efforts et potentiellement dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir les sécuriser toutes si rapidement. Mon patron a alors commencé à penser comment le frère mort du type devait avoir été un collectionneur assez sérieux. Alors de la manière la plus polie et respectueuse possible, il a demandé au type comment s'appelait son frère, car il aurait pu être l'un de nos habitués tant qu'il était encore avec nous. Le type a lâché un nom que mon patron ne reconnaissait pas puis a mentionné quelque chose sur le fait qu'il n'était pas de la région. Et c'est là que mon patron commence à se rendre compte de quelque chose. Le collectionneur de Yu-Gi-Oh! Qui avait été volé juste la semaine précédente vivait de l'autre côté des lignes d'État dans l'Ohio, quelque part en dehors de Cleveland, je pense. Mais ne me cite pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, mon patron commence à penser que si je volais un collectionneur de Yu-Gi-Oh! Il serait intelligent de conduire de l'autre côté des lignes d'État pour rester une longueur d'avance sur l'application de la loi. Puis, il commence à se rendre compte que beaucoup des cartes que le type avait apportées ce jour-là étaient exactement du même type que celles qui avaient été volées aux collectionneurs, notamment des cartes comme MCE Queen Tiramisu. Alors, lentement mais sûrement, il se rend compte que l'histoire sur la mort soudaine du frère de ce type était juste cela. Une histoire. Mon patron, étant le type qu'il était,
baisse la voix puis dit quelque chose au type à l'allure de mécanicien comme « Écoute, je vais être honnête avec toi, mec. Ces cartes valent un tas d'argent, bien plus que ceux que nous avons en magasin maintenant. Mais si tu me donnes jusqu'à vendredi, je peux rassembler 5 000 $ en échange de chaque carte dans ce sac. Ça te semble un accord juste ?» Et le type sourit, hoche la tête, puis mon patron demande un nom et un numéro de portable, au cas où il aurait besoin de le contacter. Le type dit que son nom était Ricky, puis lui a donné une excuse quelconque sur le fait qu'il était entre les téléphones portables ou quelque chose comme ça, mais qu'il passerait certainement vendredi après-midi pour faire la vente si nous étions toujours intéressés. Mon patron lui serre alors la main au type, à moitié en plaisantant lui fait promettre de revenir vendredi, puis le regarde sortir du magasin. Il a dit que les minutes suivantes étaient assez surréelles. Il est retourné à son ordinateur et a relu le post sur le collectionneur étant volé, que je crois avoir été écrit par l'un des amis de Yu-Gi-Oh de ce type, puisque le collectionneur lui-même était à l'hôpital. J'ai vu ce grand mur de texte moi-même, et j'ai aussi vu comment il incluait une liste assez complète de ceux qui avaient été volés, qui avaient probablement été rassemblés au profit de la police, mais cela signifiait également que mon patron pouvait vérifier la liste pour s'assurer que tout correspondait à ceux qui étaient dans le sac. Chaque carte qui était dans ce sac était également sur la liste de ceux qui avaient été volés au collectionneur, chaque une. Alors, que fait mon patron? Il appelle la police. L'officier avec qui il a parlé ne savait rien du volume en Ohio, donc la première chose que fait mon patron est de lui raconter toute l'histoire de fond. L'officier s'assure d'obtenir une description du type à l'allure de mécanicien et pose quelques autres questions de routine, mais puis mon patron lui informe sur toute l'affaire de revenir vendredi. Il a dit qu'il y a eu une pause sur la ligne avant que le policier lui demande, et ce qui sonnait comme de l'incrédulité, « Tu as organisé que ce type revienne au magasin ?» Ce qu'il avait fait, avec la promesse de 5 000 $. L'officier lui dit alors qu'il doit passer quelques coups de téléphone, mais qu'il serait en contact au plus tard le lendemain matin. Mais ensuite, quelques heures plus tard, le policier rappelle pour dire à notre patron qu'il était sur le point de recevoir un coup de téléphone de 2 détectives des crimes majeurs qui venaient juste de contacter leurs homologues en Ohio. Essentiellement, notre magasin était sur le point de devenir le centre d'une opération sous couverture interétatique et, pour ne pas ruiner la couverture des policiers, nous devions repasser quelque chose avec eux pour que nous puissions jouer notre rôle correctement. Et c'était aussi plus ou moins à ce moment-là que j'ai appris que je travaillerais le jour de l'opération. Alors, finalement, vendredi matin, j'arrive au travail pour trouver 2 enfants aléatoires assis dans le bureau du directeur. Et quand je dis 2 enfants aléatoires, je veux aussi dire qu'ils semblèrent être des lycéens tout au plus. Mais la seconde où j'ai demandé qui ils étaient, chacun m'a montré un badge brillant disant police d'État. Les 2 policiers étaient dans la vingtaine, et grâce à un rasage récent, quelques souhaits décontractés et quelques boutons très réels de stade tardif, ils ressemblaient au type de gars qui appartiendrait à un magasin de jeux de cartes. Maintenant, avant d'ouvrir, nous avons passé en revue quelques détails finaux et essentiellement, on nous a dit de simplement continuer avec nos tâches régulières, et si le suspect apparaissait, nous ferions la vente comme prévu. Sous aucune circonstance, nous ne devrions essayer de nous impliquer de quelque manière que ce soit, et lorsque les policiers feraient leur mouvement, nous devrions reculer dans le magasin jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de ressortir à nouveau. Pas d'arrestation citoyenne, pas de gestes héroïques de quelque sorte que ce soit, et cela nous convenait. Je veux dire, le type avait déjà torturé quelqu'un presque à mort, et comme l'ont expliqué les policiers, il avait probablement quelqu'un qui l'attendait dans une voiture d'évasion, puisque ce sont 2 suspects qui ont commis l'invasion et la torture à domicile, pas seulement un. Quoi qu'il en soit, toute la matinée, les policiers étaient essentiellement en planque de l'autre côté de la rue du magasin, puis, juste vers midi, ils sont entrés dans le magasin pour commencer à faire leur truc, qui était essentiellement agir comme une paire de clients très indécis. Ils sont restés pendant quelques heures aussi. Le suspect n'est apparu qu'autour de 3h30, donc ils allaient et venaient, traînant simplement, parlant avec nous de nos boulots dans les jeux de cartes et des choses comme ça. Nous fermions à 5h30, donc quand il était 3h30, nous avons commencé à nous demander si le type allait apparaître du tout, et puis, de nulle part, entre le suspect habillé dans ces mêmes salopettes sales et portant la même paire de lunettes de soleil. Ça a été vraiment tendu pendant quelques minutes pendant que mon patron vérifiait les cartes, puis, quand il a fini, il a essentiellement donné aux 2 couverts le signal pour avancer.
J'étais déjà debout près du bureau essayant de paraître discret quand mon patron a dit « Hé, merci d'avoir apporté ça, mec. Laisse-moi aller au bureau là-bas et sortir ton argent. » Puis, juste alors que nous marchions vers le bureau avec l'intention de fermer et de verrouiller la porte derrière nous, nous entendons juste « Police d'État, montre-moi tes mains. » Nous regardions les moniteurs de sécurité de la caméra dans le bureau, alors que les deux policiers au visage de bébé s'approchèrent du suspect avec les pistolets dégainés. Il n'a même pas essayé de s'échapper ou de résister. Il a fait exactement ce qu'ils lui ont dit. S'est agenouillé, puis ils l'ont mis au sol et lui ont mis les menottes. C'était un grand soulagement pour nous car nous avions brièvement discuté de la possibilité d'une fusillade. Auquel cas nous aurions juste dû nous jeter au sol dans le bureau et prier pour que rien ne traverse un mur. Mais l'arrestation elle-même était en fait assez rapide et ennuyeuse. Le type a simplement fait ce qu'on lui a dit, et je suppose que parce qu'il était si stupéfait d'avoir été trompé de cette manière, il a juste vu ces deux nerds quand il est entré et puis à la seconde suivante, il lui criait avec des pistolets dégainés en disant qu'il lui tirerait dessus s'il osait péter. Je suppose que si on en faisait un film, cette scène pourrait être un peu plus intense, mais comme je l'ai dit, nous étions super soulagés que la situation reste relativement calme. En 2014, ma famille et moi avons déménagé de Manhattan à un endroit près d'un petit lieu appelé Bavia, qui est à peu près à mi-chemin entre Rochester et Buffalo. Je ne vais pas t'ennuyer avec tous les détails du déménagement, seulement le plus pertinent pour l'histoire, c'est que la pire partie du déménagement était de perdre mon bar. J'allais au même endroit pour regarder les Yankees pendant plus de 8 ans, alors ne pas pouvoir y passer quand je voulais, c'était comme perdre un membre. Je pourrais conduire jusqu'à la ville, peut-être prendre le train si je voulais visiter et prendre quelques bières, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de trouver un nouveau piège à alcool où je pourrais regarder les sports et qui était à distance de marche. J'ai fini par me contenter d'une distance à vélo, ce qui a résulté en rentrant chez moi ivre plus d'une fois, mais finalement j'ai trouvé un petit endroit appelé Anthony's Bar où je pouvais aller à vélo et qui avait toute l'ambiance d'un lieu local comme mon ancien bar, mais avec de la bière beaucoup moins chère. Et qui a besoin de visages familiers quand tu as 3 bouteilles de Bud? Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à aller à cet endroit les soirs de match juste pour voir comment c'était. Les premières fois étaient un peu inconfortables. Les gens à Anthony's n'étaient pas impolis, juste un peu insulaires, je suppose. Il a donc fallu quelques visites pour qu'ils s'habituent vraiment à moi. Je pense qu'Antoine avait vu les mêmes 6 visages nuit après nuit pendant la meilleure partie de 2 décennies, et l'un de ces visages était au bout du bar presque chaque fois que je visitais. Je n'ai vraiment pas remarqué à quelle fréquence cet homme était là jusqu'à un après-midi de mercredi, lorsque j'ai pris une demi-journée de congé au travail après une dispute avec ma moitié. Ce n'était rien de trop grave et nous nous sommes réconciliés avant d'aller dormir. Mais après avoir raccroché le téléphone au travail, j'ai pris cette demi-journée, puis j'ai enfourché mon vélo pour aller à Anthony's pour prendre une bière, et là il était appuyé au bout du bar, le seul autre gars dans l'endroit. Il était maigre comme un râteau, un peu chauve sur le dessus, avec des taches de gueule de bois sur tout le nez et les joues. Et tout. Ce qu'il faisait était de s'asseoir là, avec un verre d'alcool devant lui, regardant comment la cendre de sa cigarette se consumait lentement. Au début, je ne lui ai rien dit, juste salué le barman et commandé une bière. Ensuite, voyant que c'est le grand unificateur, j'ai commencé à parler de comment ma femme me causait des problèmes à la maison. Pendant que je faisais cela, j'ai essayé d'inclure notre ami calme et maigre dans la conversation. Je suppose que je suis de nature sociable, ne voulant pas que personne se sente exclu, mais presque au moment où je m'adressais à l'homme en gros, « Les femmes, hein, pote ?» Le barman a très subtilement levé une main et secoué la tête comme pour dire « Ne t'embête pas ». Je ne voulais pas offenser le gars ni rien. Alors j'ai offert une petite excuse au barman juste par courtoisie, et j'ai ensuite continué la conversation uniquement avec lui. À un moment donné, le barman s'est approché du type maigre, lui a servi un autre alcool, puis, une seconde après s'être retourné, le type maigre a bu son verre d'un trait puis a simplement dit un autre, d'une manière si plate qu'elle semblait quelque peu détériorée. J'ai supposé que le maigre et le barman devaient se connaître assez bien s'il acceptait ce genre de traitement sans commentaire, et que quelque chose de vraiment mauvais était arrivé à ce gars, raison pour laquelle on m'avait dit de le laisser tranquille. Le barman est alors revenu vers lui, mais au lieu de lui servir un autre verre, il a posé toute la bouteille devant lui et a dit qu'il ajouterait simplement ce qu'il buvait à son compte.
Le maigre a remercié d'un signe de tête, puis, pendant la demi-heure ou plus suivante, a fini toute la bouteille et a presque tombé du tabouret au moment de partir. Il a à peine réussi à sortir par la porte avant de se stabiliser et de prendre une grande respiration, avant de marcher sur le bord de la route vers où qu'il vivait. J'ai attendu que le gars soit à 100% hors de portée auditive, et puis j'ai posé une question au barman de la manière la plus diplomatique possible. Et cette question était: quel est le problème avec ce gars? Le barman a soupiré, puis a simplement regardé dans le vide pendant une seconde, comme s'il pesait s'il devait me dire ou non. Mais je pense qu'en réalité, il se demandait combien il devrait me dire, et je suppose qu'il a opté pour cela. Le buveur maigre au bout du bar, dont je ne veux vraiment pas révéler le nom, était un ancien policier infiltré. Dès que le barman a dit cela, j'ai pensé pour moi-même, eh bien cela l'explique. Je veux dire, le type avait probablement été dans des situations assez difficiles, non? Nous avons tous vu les films, il a probablement dû sniffer quelques lignes de cocaïne avec une arme sur la tête ou quelque chose comme ça, terrifié que ses cibles trouvent le fil relié à son scrotum. Mais non, ce type n'était pas ce genre d'infiltré. Il ne s'était jamais déguisé ni travaillé sur son personnage comme une sorte d'acteur méthodique fou. Il faisait tout son travail d'infiltration depuis le confort de quelques bureaux climatisés à Albany. Il n'avait pas physiquement infiltré aucun des groupes qu'il avait aidé à faire tomber. Au lieu de cela, il l'avait fait en ligne. Je suis passé de penser, eh bien cela explique l'alcool fort en journée, à comment ce type a-t-il un trouble de stress post-traumatique avancé pour avoir envoyé à Parthenay.